Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Hervé Cubizol. Je suis administrateur de la SNPN, un administrateur encore novice puisque je n'ai rejoint le conseil d'administration de la SNPN que depuis le mois de septembre 2020. Alors, je suis aussi professeur des universités, encore pour quelques années. Je suis géographe et donc j'enseigne essentiellement en géographie, mais aussi en écologie. Alors, une tourbière, c'est une zone humide qui présente la particularité d'être saturée en eau en permanence. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec le marais. Cette saturation en eau permanente, elle a une conséquence qui est qu'il n'y a pas de place pour la circulation de l'air dans le sol. À partir de là, tous les micro-organismes, algues, bactéries, champignons, mais aussi les petits animaux comme les lombriques qui habituellement, dans notre jardin par exemple, décomposent la matière organique et la recyclent, dans les tourbières, ils ne peuvent pas le faire car ils n'ont pas d'oxygène gazeux qui leur permette de respirer. Donc il y a très très peu de micro-organismes décomposeurs dans les tourbières, d'animaux décomposeurs, si bien que la matière organique, que ce soit la végétation ou que ce soit les petits animaux qui meurent eux aussi chaque année à la surface de la tourbière, toute cette matière organique ne se décompose que de façon très marginale, de façon très incomplète, et donc elle s'accumule au fil des ans, des siècles, des millénaires, sur des épaisseurs qui peuvent être assez considérables. Donc jusqu'à 14 mètres à l'échelle mondiale. En France, il y a une tourbière dans les Bolges qui atteint 11 mètres d'épaisseur, et puis environ 7 mètres 40 pour notre région entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Euh, alors, cette matière organique qui s'accumule, c'est ce qu'on appelle donc communément la tourbe. Les pédologues, les spécialistes des sols, appellent ça un histosol, du grec histos qui signifie tissu. Effectivement, c'est une espèce de millefeuille, hein, d'empilement chaque année de couches de matière organique. Alors, cet histosol, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la tourbière. La différence entre une tourbière et un marais, elle est là. C'est-à-dire qu'une tourbière, dans une tourbière, les conditions sont réunies pour que un histosol se mette en place, ce qui n'est pas le cas dans un marais où la saturation en eau n'est pas permanente. Donc pour moi, une tourbière, pour conclure, c'est autant une surface avec une flore et une faune qui effectivement est assez remarquable, mais c'est tout autant un volume, cet histosol, qui est vraiment l'originalité, la spécificité de l'écosystème tourbeux. Alors, là aussi, une idée qu'il faut, fausse qu'il faut remettre en question, c'est l'idée que les tourbières seraient réparties uniquement dans les régions du monde les plus fraîches et les plus humides. On entend encore et on lit encore très souvent cela. C'est absolument faux. L'originalité de ces écosystèmes, c'est aussi d'être présent presque partout dans le monde. Alors évidemment, partout où il y a suffisamment d'eau pour qu'elle puisse se développer. Et dans les régions du monde où il ne fait pas non plus trop froid, parce qu'il faut de la végétation pour faire de la tourbe. Donc cela exclut les tourbières des calottes antarctiques et groenlandaises évidemment, des régions les plus froides du globe. Ça exclut les tourbières des régions les plus arides, des déserts sahariens, du Roubalkhali, des déserts d'Asie centrale, du Taklamakan, etc. Mais sinon, vous trouvez des tourbières à peu près partout dans le monde. Et surtout, on trouve de très très vastes tourbières, y compris en zone équatoriale. La plus grande tourbière du monde découverte par mes collègues anglais en 2014, elle se trouve à la frontière des deux Congos et elle couvre actuellement environ parce qu'on n'a pas encore ses limites exactes, 142 000 km². Donc entre ces tourbières qui se développent sous climat équatorial et puis des tourbières qui se développent à nos latitudes dans le monde méditerranéen et puis plus au nord en Scandinavie, etc. On a même quelques tourbières sur les bords sur les côtes antarctiques du côté de l'Amérique du Sud. Vous avez une diversité absolument extraordinaire, tant en termes de physionomie des tourbières, de fonctionnement hydrologique, de végétation, de faune, etc. Voilà, donc l'idée à retenir, c'est qu'il y a des tourbières à peu près partout dans le monde, sauf effectivement dans les zones les plus sèches et chaudes et les plus sèches et froides de notre planète. Alors, quand on parle d'origine des tourbières, il faut d'abord parler d'âge. La tourbe, c'est de la matière organique, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on peut dater par la méthode du radiocarbone. Actuellement, à ma connaissance, la tourbière la plus ancienne du monde, en tout cas qui a été datée par des spécialistes, c'est une tourbière qui se trouve, la tourbière de Mfabeni, qui se trouve en Afrique du Sud. Et pour une épaisseur de tourbe de 7 mètres, on a un âge d'environ 47 000 ans.
À nos latitudes, en France par exemple, et a fortiori plus au nord de l'Europe, les tourbières sont plus récentes parce que nous avons eu une période glaciaire qui s'est terminée il y a environ 12 700 ans. Et au cours de cette période glaciaire, très froide, très sèche, les tourbières n'ont pas pu se développer. Donc on a des tourbières, surtout depuis cette époque-là. Et à ma connaissance aussi, là, la plus vieille tourbière datée, elle se trouve quelque part entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Elle est datée à moins 13 400 ans. Sinon, pour le reste, les quelques études que l'on a assez systématiques sur l'âge des tourbières, par exemple en Galice espagnole, en Angleterre, et puis dans le Massif central oriental, où nous avons travaillé avec mon équipe sur le sujet, on s'est aperçu qu'on avait deux générations de tourbières. La génération la plus ancienne, qui se développe donc entre, en gros, moins 11 000 et moins 6 000 ans avant aujourd'hui. Ce sont de vastes tourbières à sphènes, acides, en général, hein, dans nos montagnes ici du Massif central. Elles sont naturelles, hein, elles se sont mises en place avec le réchauffement climatique du post-glaciaire. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une deuxième génération de tourbières qui est âgée de. Toutes ces tourbières sont âgées de moins de 4500 ans, donc elles sont récentes. Hein, et ce sont des petites tourbières méconnues des naturalistes parce qu'elles ne présentent pas un intérêt écologique extraordinaire du fait qu'elles sont en général encore aujourd'hui pâturées, fauchées, certes beaucoup ont été drainées. Elles sont en fait au cœur de l'étage agricole. Hein. Donc elles apparaissent plutôt comme des préhumides que comme de véritables tourbières, alors qu'elles peuvent offrir des épaisseurs de tourbe de l'ordre de 4 à 5 mètres hein, dans certains cas. Alors ces tourbières, elles sont d'origine anthropique, elles ont été créées par l'activité humaine, l'activité agricole essentiellement. Beaucoup sont des petites tourbières associées à des aménagements hydrauliques, des petits barrages que l'on a construits pour faire passer une route à travers une zone humide ou tout simplement pour avoir un bassin, une pièce d'eau. Hein, c'est nécessaire pour l'activité agricole. Et on en a donc toute une génération depuis 4500 ans euh, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont à la fois évidemment des écosystèmes humides, mais aussi des objets archéologiques. Et à ce titre-là, elles ont une valeur patrimoniale qui me paraît extrêmement intéressante, même si elle est différente des vieilles tourbières, des grandes et vieilles tourbières de la montagne, elles, beaucoup plus riches d'un point de vue de la flore. Alors, concernant d'abord les usages des tourbières, finalement, je dirais que c'est assez simple parce que depuis l'invention de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, les sociétés humaines ont utilisé les tourbières comme terrain de parcours, comme pâturage. Mais il y a déjà des sociétés néolithiques qui ont utilisé les tourbières comme champs, c'est-à-dire qu'on a cultivé. Je pense à des études qui ont été faites par des collègues dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les archéologues ont bien montré qu'il y a environ 10 000 ans, ces sociétés d'horticulteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée cultivaient sur tourbe, hein, dès cette époque-là. Quant à la tourbe, eh bien, les deux usages fondamentaux, ce sont eh bien, d'abord l'utilisation de la tourbe comme combustible, certainement depuis très très longtemps. Hein, on en a des preuves pour les 5-6 000 dernières années, mais on imagine qu'au Paléolithique, les hommes utilisaient déjà ce combustible. Et puis, on a utilisé la tourbe comme matériau de construction, notamment dans toute la zone circumarctique, hein, Scandinavie, Canada, Sibérie, etc., où les hommes construisaient soit des maisons complètement en tourbe, soit en bois ou en pierre, et que l'on habillait de tourbe, la tourbe étant évidemment un matériau qui permettait d'isoler du froid, du vent, de la pluie, l'habitation. On a de très belles photos des ethnologues qui, dans les années 50, ont encore photographié ces dernières cabanes, maisons, notamment au Groenland ou dans le nord du Canada, dans le Nunavut. Alors aujourd'hui, les usages ont un peu changé. On utilise toujours la tourbe comme combustible. L'Irlande, par exemple, a deux centrales thermiques qui fonctionnent à la tourbe et qui seront alimentées par de la tourbe jusqu'en 2030, hein, dans les Midlands, près de Shannon Bridge notamment. Et puis, l'usage de la tourbe actuelle, l'usage majoritaire, c'est quand même celui de la tourbe comme terreau horticole. Hein. C'est un matériau qui est très, très utilisé par les professionnels en particulier, hein, et qui est pour l'instant encore assez difficile à remplacer. Alors, il existe des terreaux de substitution, hein, à base d'écorce, de fibres de coco. Mais pour les professionnels, la tourbe, et notamment la tourbe à sphène, le terreau à base de tourbe à sphène, est un matériau assez remarquable. Et pour tous les pépiniéristes, horticulteurs, c'est encore un matériau difficilement remplaçable. Ceci dit, comme la tourbe n'est pas une matière première renouvelable, l'objectif, notamment pour l'Union européenne, c'est de supprimer cet usage dans les années qui viennent et de remplacer la tourbe par des terreaux de substitution.
L'idée, c'est qu'en fait, les écosystèmes rendent des services aux sociétés et que si on détruit les écosystèmes, on n'a plus ces services. Et que ces services-là, s'ils nous sont vraiment indispensables, il va falloir développer des services de remplacement et cela va forcément avoir un coût. Donc, en évitant de détruire les écosystèmes, on évite aussi d'avoir à dépenser de l'argent pour remplacer certaines fonctions de ces écosystèmes. Alors pour les tourbières, j'ai sélectionné quatre services écosystémiques qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est évidemment la contribution de ces écosystèmes à la biodiversité, c'est peut-être le volet le plus connu. Le second, qui devient très à la mode, c'est le stockage de carbone. C'est certainement celui qui a le plus d'avenir, je dirais, parce qu'effectivement, drainer une tourbière, la sécher, c'est entraîner la décomposition de la tourbe, puisque là, on abaisse le niveau de la nappe, donc on permet à l'oxygène de pénétrer dans le sol et on permet le travail des micro-organismes. Et la résultante, c'est des rejets de CO2 dans l'atmosphère, donc une contribution à l'effet de serre. Donc en protégeant les tourbières, voire en restaurant des tourbières qui ont été fort abîmées, on permet le stockage de carbone. D'ailleurs, il y avait un projet avant la crise du Covid qui a peut-être remis un peu en question beaucoup de choses, mais il y avait un projet de restauration de 100 000 hectares de tourbières en France, de façon effectivement à relancer le stockage de carbone dans ces milieux-là. Alors ça ne permettrait pas évidemment d'absorber tout le carbone que nous produisons pour notre activité industrielle, pareil, l'usage des voitures. Mais c'est une façon de stocker du carbone finalement assez facilement et finalement gratuitement. Troisième service rendu, c'est l'amortissement des crues. Alors là, on dit beaucoup de choses aussi assez fausses. Une tourbière, elle ne va pas bloquer les crues, elle ne va pas empêcher une crue, évidemment, la crue d'un cours d'eau. Une tourbière, elle est saturée en eau en permanence, donc de toute façon, elle ne peut pas stocker plus d'eau. Donc son action en termes d'amortissement des crues, elle va se placer au niveau du stockage d'eau en surface, parce que la topographie d'une tourbière, c'est très très irrégulier, donc on va avoir de l'eau qui se stocke sous forme de flaques, hein, et cette eau ne gagnera pas les cours d'eau, elle va s'évaporer. Et puis, simplement, la topographie compliquée de la tourbière va ralentir l'écoulement des eaux et ralentir les ondes de crue. Et puis le dernier service écosystémique rendu qui me paraît important, c'est la capacité des tourbières à stocker de l'information paléo-environnementale, c'est-à-dire la tourbière stocke des grains de pollen, des frustules de diatomée, des charbons de bois, tout un tas de matériaux que les scientifiques peuvent analyser pour reconstituer l'histoire des paysages, l'histoire du climat, l'histoire de la végétation, l'histoire des sociétés humaines aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important et qui permet notamment de replacer dans une perspective historique les changements environnementaux que nous vivons à l'heure actuelle. Alors, ce numéro spécial du Courrier de la Nature de la SNPN, consacré aux tourbières, a été publié en mai 2020. Et c'est un travail que j'ai piloté, mais qui associe 17 contributeurs, hein, français et étrangers, et on aborde dans ce numéro-là à peu près, on essaie d'aborder tous les aspects des tourbières, tant l'aspect fonctionnement, répartition géographique, biodiversité, usage, etc.